plus 50%. Regardez bien ce chiffre, plus 50%. Ce n'est pas un simple taux de croissance que l'on vous présente à la hâte au journal télévisé. Ce n'est pas une statistique économique abstraite destinée à rassurer les foules ou à endormir votre vigilance. C'est la marge exacte, mathématique et impitoyable par laquelle ceux qui détiennent véritablement le pouvoir viennent d'augmenter leur emprise sur votre réalité. Et le plus fascinant, ils l'ont fait pendant que vous regardiez ailleurs. Pendant que nous étions tous hypnotisés par le bruit constant des réseaux sociaux, les débats stériles et les promesses éphémères, l'échiquier mondial a été retourné. Il est temps de briser vos certitudes. La richesse n'est plus du tout une question de compte en banque, de dinars accumulés ou de réussite personnelle. C'est devenu une arme géopolitique massive, une architecture de contrôle invisible qui dicte ce que vous consommez, ce que vous espérez, et les limites même de votre liberté. Avant de plonger ensemble dans les rouages obscurs de ce système qui dicte notre avenir commun, avant de décortiquer cette machine qui hypothèque silencieusement notre souveraineté, j'ai besoin de vous. Les algorithmes sont programmés pour étouffer ce genre de vérité. Ils préfèrent le confort du divertissement vide à la lucidité. Alors, soutenez cette réflexion. Likez cette vidéo immédiatement. Partagez-la pour briser le silence algorithmique qu'on nous impose. Prenez une seconde, descendez, et dites-moi dès maintenant dans les commentaires « Je refuse l'illusion ». Ce simple commentaire, ces 3 mots, c'est notre première ligne de défense. C'est ce qui nous aide à pirater le système, à faire remonter la vérité à la surface et à prouver que notre esprit critique est toujours intact. Mais pour comprendre comment ce filet s'est refermé sur nous avec une telle précision, pour saisir la source de cette domination écrasante, il ne faut surtout pas regarder les écrans clignotants des marchés financiers d'aujourd'hui. L'illusion d'aujourd'hui n'est que le résultat d'un plan hier. Pour trouver l'origine, il faut détourner le regard du présent, traverser les ombres de l'histoire et observer attentivement une nuit très précise où tout a basculé. Imaginez une pièce dont les murs semblent absorber la lumière, nichée dans les étages supérieurs d'un palace genevois, loin du tumulte des avenues. L'air y est lourd, saturé par l'odeur âcre du tabac de luxe et le parfum boisé d'un café noir devenu froid depuis des heures. Autour d'une table massive en acajou, le silence n'est pas une absence de bruit, mais une présence étouffante. On n'entend que le froissement léger du papier et le tic-tac d'une horloge à balancier qui semble scander le compte à rebours d'un monde qui s'efface. Sur la table, une carte immense est étalée, ses bords encore enroulés, représentant une Afrique du Nord dont les frontières ne sont plus que des pointillés sous la lumière d'une lampe basse. Les hommes assis ici ne portent pas d'uniforme militaire, mais des costumes aux coupes impeccables, dont le prix dépasse le salaire annuel de milliers de familles. Leurs visages sont des masques d'impassibilité, des blocs de glace où seuls les yeux, d'un bleu acier ou d'un noir profond, trahissent une intensité prédatrice. Ils ne discutent pas de droits de l'homme, ni de démocratie, ni même de progrès. Ils discutent de flux, de pipelines, de câbles sous-marins et de droits d'extraction. Leurs doigts parcourent les côtes algériennes, s'arrêtent sur des gisements invisibles, découpent des zones d'influence comme on partage un gâteau lors d'un banquet privé. Chaque mouvement de crayon sur cette carte représente la destinée de millions d'individus, de parents qui espèrent un avenir et de jeunes qui rêvent de départ, tous réduits à de simples variables dans une équation de rentabilité. Ce sont les architectes de l'ombre, ceux pour qui le Sahara n'est pas une terre de culture, mais une batterie géante, et pour qui le peuple n'est qu'une donnée démographique à gérer, à orienter ou à contenir. À ce moment précis, la géopolitique cesse d'être une science pour devenir un acte de propriété. L'un des hommes se penche, sa main tenant un stylo en or massif, une pointe prête à graver dans le marbre de l'histoire une décision qui fera de l'ombre au soleil pour les 50 prochaines années. Le souffle court, les autres observent le mouvement, conscients que l'encre qui va couler a la couleur du sang et l'odeur du pétrole. Ce stylo suspendu au-dessus du traité ne s'est jamais vraiment posé.
Car ce qui a été signé cette nuit-là ne concernait pas des frontières, mais l'esprit même des générations futures, soulevant une interrogation bien plus sombre. L'analyse de la domination contemporaine ne souffre aucune approximation émotionnelle. Nous ne parlons plus d'exploitation brute ou de conquête territoriale classique, mais d'une ingénierie de la dépossession hautement sophistiquée. Ces plus 50% ne représentent pas seulement un surplus de capital. Ils marquent le seuil critique où l'accumulation de la donnée, de l'attention et des ressources vitales bascule dans une hégémonie totale. Dans cette architecture de pouvoir, les algorithmes ne sont plus de simples outils de recommandation, mais les nouveaux architectes de la conscience collective. Ils saturent l'espace mental, orientent les frustrations et fragmentent la compréhension du réel pour empêcher toute forme de cohésion sociale ou politique cohérente. Sur l'échiquier de la géopolitique actuelle, cette asymétrie est maintenue par des structures de gouvernance mondiale qui fonctionnent comme des logiciels de gestion de crise permanente. Le néocolonialisme économique ne porte plus de casque colonial. Il se cache derrière des protocoles financiers, des normes technologiques propriétaires et des brevets sur le vivant. Pour des nations comme l'Algérie, ce système impose une double contrainte. Rester un réservoir de ressources brutes pour le Nord, tout en devenant un marché de consommation numérique passif. La souveraineté n'est plus une question de drapeau ou de frontières physiques, mais une question de contrôle des flux. Celui qui possède l'infrastructure de la pensée possède la volonté du peuple. Cette domination est chirurgicale. Elle extrait la valeur sans jamais paraître oppressive, transformant la dépendance en une nécessité technique. Chaque interaction numérique, chaque transaction financière internationale et chaque décision politique dictée par l'urgence économique renforce ce déséquilibre structurel. Nous sommes face à une mathématique du pouvoir où la perte des uns est la condition sine qua non de l'hypercroissance des autres. C'est une boucle de rétroaction où le riche ne devient pas seulement plus riche, mais plus prédictif, capable d'anticiper et d'annuler toute velléité de changement avant même qu'elle ne soit formulée. Ces rouages mathématiques de la domination sont parfaits sur le papier. Pourtant, lorsqu'on superpose cette grille de lecture au quotidien de celui qui marche dans les rues d'Alger ou d'Oran aujourd'hui, le reflet dans le miroir se brise. Regardez vos mains un instant. Elles portent l'histoire d'une terre qui, sur le papier, ne devrait connaître que l'abondance. Vous marchez dans les rues d'Alger, d'Oran ou de Constantine, et vous sentez sous vos pas cette vibration d'une nation immense, aux ressources presque infinies, baignée par un soleil qui pourrait alimenter des continents entiers. Pourtant, en rentrant chez vous, dans le silence de votre chambre ou au détour d'une conversation à voix basse dans un café, un sentiment d'étrangeté vous envahit. C'est ce poids invisible sur vos épaules, cette sensation persistante que, malgré votre diplôme, votre intelligence ou votre volonté de faire, les portes de l'impact réel restent verrouillées par des serrures dont vous n'avez pas la clé. Vous voyez les chiffres de la croissance, vous entendez les discours sur la grandeur retrouvée, mais dans le creux de votre quotidien, la réalité a un goût de poussière et d'attente. C'est la frustration lancinante de celui qui sait qu'il possède un trésor sous ses pieds, mais qui doit lutter chaque jour simplement pour trouver un sens à ses heures. Cette résilience que vous affichez, ce sourire poli qui cache une lassitude profonde, est devenu votre seconde peau. Vous êtes devenu un expert dans l'art de naviguer au sein de systèmes opaques, de comprendre les non-dits et de survivre aux promesses non tenues. Mais au fond, n'avez-vous pas l'impression d'être devenu un simple spectateur de votre propre destinée nationale ? Comme si le film de l'avenir de votre pays se jouait sur un écran géant devant vous, mais que vous étiez coincé au dernier rang, incapable d'intervenir sur le scénario, condamné à observer des acteurs qui ne vous ressemblent plus, décider du prix de vos rêves. Cette solitude collective, cette impression d'être une île au milieu d'une mer de statistiques, c'est le reflet de l'Algérie de 2026 dans votre miroir intérieur. Vous sentez ce décalage entre l'histoire qu'on vous raconte et celle que vous vivez. Mais que se passe-t-il si cette sensation d'impuissance n'est pas un accident du système, mais son objectif premier ? Nous touchons ici aux frontières de l'invisible,
là où la politique cesse d'être une gestion des corps pour devenir une architecture de l'âme. Imaginez que nous ne sommes plus des citoyens, mais des silhouettes prisonnières d'une caverne moderne, observant des ombres projetées sur un mur de pixels et de statistiques. Nous croyons exercer notre liberté chaque fois que nous cliquons, chaque fois que nous consommons, chaque fois que nous choisissons un camp dans des débats préformatés. Mais est-ce de la liberté, ou une forme sophistiquée de déterminisme où chaque geste est déjà calculé par l'équation de ces fameux plus 50%? Nous vivons l'ère de la servitude volontaire, non plus imposée par la force des baïonnettes, mais par le confort d'une cage dorée dont nous avons nous-mêmes poli les barreaux. Nous avons accepté de troquer notre souveraineté intérieure contre la sécurité d'une illusion bien orchestrée, où la monopolisation de la richesse n'est que le symptôme d'une dépossession bien plus profonde, celle de notre propre volonté. Dans ce grand théâtre d'ombre, le pouvoir ne cherche plus à briser votre résistance. Il cherche à la rendre impossible en amont, en colonisant le champ des possibles. Si le monde semble se figer dans une répétition sans fin de crises et de fausses solutions, c'est parce que les structures qui nous gouvernent ont réussi le tour de force de transformer le futur en une simple extension du présent, gérée par des algorithmes de contrôle. C'est un vertige métaphysique. Si tout ce que vous désirez, tout ce que vous craignez et tout ce que vous espérez a été modélisé pour maintenir l'asymétrie de ce système, que reste-t-il de vous dans l'équation? La véritable puissance de ce siècle ne réside pas dans les coffres-forts des banques, mais dans la capacité à définir ce qui est réaliste et ce qui est utopique. En réalité, le siège du pouvoir s'est déplacé de la place publique vers les recoins les plus intimes de notre psyché. Si ceux qui détiennent ces plus 50% de puissance supplémentaire ne craignent plus la révolution de la rue, c'est peut-être parce qu'ils ont déjà conquis le seul territoire qu'il vous restait, votre capacité à imaginer une autre réalité. Êtes-vous certain que vos pensées d'aujourd'hui vous appartiennent encore ?